Il s'agit d'un assassinat d'un homme dans des conditions tout à fait dramatiques et inhumaines, barbares. Nous voyons tous les jours des images qui nous viennent de par le monde de violence et de brutalité. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui souffrent le martyre qu'il a subi, ce garçon. Il y a là-dedans, on soupçonne des interférences, d'influences, de milieux politico-financiers et autres, etc. Donc, je pense que l'ensemble de ces éléments devrait éviter qu'un avocat prenne également la parole voilà, de façon inappropriée pour venir ajouter le trouble dans cette affaire-là. Je suis seulement très, très, très heureux, parce que moi, je dois dire une chose, je sais tout. Donc, alors, vous voulez nous faire comprendre qu'autour de l'affaire Martinez-Zogo, de cet assassinat, il y a aussi une guerre de clans. Exactement, exactement. Et c'est cette guerre de clans qui peut justifier aujourd'hui le caractère inédit de la récupération de ce dossier de manière effective, de manière assidue par la justice camerounaise. Parce que vous allez chuter. Parce que si on revient sur les autres... Cette affaire a créé de sérieuses secousses à un très haut niveau de l'État. Il est donc question de clarifier les choses. Mais en même temps, on voit bien, et c'est ce qui renvoie peut-être à ce que le docteur Monod appelle des luttes de clans, on voit bien qu'il y a un rapport de force entre des acteurs qui semblent avoir des intérêts divergents dans l'évolution de la situation. Mais ce qui est clair, c'est que l'évolution des choses, malgré tout, commence à mettre en place ce qui s'est passé. Et les prochains mois. Le décès de Martinez-Zogo révèle le caractère sombre des guerres intestines à l'intérieur d'un État. Et la justice, qui n'est que l'émanation de cet État-là, ne peut pas venir se prévaloir. Moi, vous voyez la prudence du grand professeur. Est-ce que la justice est prise dans cet étau? Non, la justice n'est pas prise dans cet étau. La justice appartient aux différents démembrements de l'État. C'est-à-dire la justice a certains de ses bras dans un camp et d'autres bras dans l'autre camp. Elle est donc ténaillée, elle est comme ça. La justice est chez Parfait et chez Niémé qui se battent. Elle appartient aux différents camps. C'est pour cela qu'il y a une forme de neutralisation. La justice n'est pas transcendantale. La réflexion que vous nous soumettez ce matin renvoie sur la qualité de cette justice et de son indépendance. C'est précisément pourquoi, probablement, Bala a été tué, mais la justice n'a pas fonctionné. Personne n'a été mis en cause. Aucune enquête judiciaire n'a été faite. Mais avant Bala, d'autres crimes. Il y a quand même eu une enquête qui avait été ouverte. Elle était judiciaire. Une enquête avait été ouverte dans le cadre de l'affaire Monseigneur Bala. Elle n'a pas été fermée seulement. Voilà. Ah, elle a été ouverte sans être fermée. Donc je pense qu'à un moment donné, on a même eu des informations selon lesquelles on nous a fait comprendre que Monseigneur Bala était mort de noyade. Oui. Puisqu'il y a eu l'autopsie qui avait été effectuée. On l'a déclaré. C'est la bonne information. On l'a déclaré. Mort de suite de noyade. Il était mort sur de noyade. D'accord. Et d'autres? Vous avez des doutes à cela? Pas moi, toute la société. Vous ne parlez pas au nom de toute la société. Toute la société. On ne connaît pas Monseigneur Bala des exercices de natation qui l'aurait prédisposé à aller nager dans un cours d'eau dangereux comme la Sanaga. Et à sauter depuis le pont. Etc. Ce qui rend peu probable, peu crédible cette version des faits. Très bien. Qui vous allez accréditer le doute que les gens ont aujourd'hui sur la qualité de la justice. On me dit que l'affaire est complexe. Qu'est-ce que ça veut dire, une affaire complexe? C'est le professeur. La complexité d'une affaire judiciaire. Le premier sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche sur Libre Expression nous amène donc à reparler de l'affaire dite Martinez-Zogo au Cameroun. Nous l'avons dit en ouverture, cela fait presque exactement 2 ans que le célèbre animateur de radio au Cameroun, Martinez-Zogo, a été enlevé, torturé puis assassiné. C'est le prétexte justement de cette problématique que nous posons sur la table 2 ans plus tard. Où en est-on avec l'affaire dite Martinez-Zogo?
Martinez Zogo Cameroun. Je recommence justement avec Maître Claude Assira. Maître Claude Assira, 2 ans plus tard, les informations en notre possession font état de ce que le corps de Martinez est encore à la morgue. Sur le plan justement de la justice, comment on explique cela? J'ai raté plusieurs de vos invitations, à chaque fois pour différentes raisons. Et là, cette fois, vous m'avez fait l'amitié de la réitérer. Je me suis précipité, mais bon, comme vous le savez, c'est une affaire qui est actuellement en train d'être jugée devant le tribunal et dans devant lequel tribunal j'interviens. Moi, je me dis simplement que par souci d'élégance, il m'est difficile de prendre librement la parole, alors que je sais que je n'aurai aucun contradicteur dans le cadre de cette procédure. Donc, je vais essayer d'être le moins disant possible et d'écouter plutôt mes co-panélistes. La seule chose que je peux vous dire de façon tout à fait raisonnable, c'est qu'il y a eu beaucoup d'anomalies dans ce dossier. Beaucoup d'anomalies depuis le début. Des confrères ont parfois pris la parole à tort et à raison, continuent d'ailleurs à le faire joyeusement dans des conditions qui me semblent pour moi vraiment totalement inappropriées, alors qu'il s'agit d'un dossier qui est tout à fait particulier, qui non seulement est un dossier qui mélange des choses en lien avec le crapuleux. Il s'agit d'un assassinat d'un homme dans des conditions tout à fait dramatiques et inhumaines, barbares. Nous voyons tous les jours des images qui nous viennent de par le monde de violence et de brutalité. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui souffrent le martyre qu'il a subi, ce garçon. Il y a là-dedans, on soupçonne des interférences, d'influences de milieux politico-financiers et autres, etc. Donc, je pense que l'ensemble de ces éléments devraient éviter qu'un avocat prenne également la parole de façon inappropriée pour venir ajouter le trouble dans cette affaire-là. Je suis seulement très heureux, parce que moi, je dois dire une chose, je sais toujours d'être critique à l'égard de la façon dont on est gouverné, la gouvernance politique, la gouvernance judiciaire, etc. Là, pour une fois, je ne peux que saluer le volontarisme des pouvoirs publics qui ont voulu faire la transparence, parce que vous savez très bien quels sont les acteurs, quels sont parfois leurs rangs dans la société. Ils étaient même encore pour beaucoup en fonction. Pour une fois, on a vu l'État, le plus haut sommet de l'État, prendre véritablement le taureau par les cornes et se dire, voilà, nous allons essayer de faire en sorte que nous puissions avoir un procès, ce qui est déjà bien. On est très heureux qu'il puisse se tenir. Malheureusement, aujourd'hui, on a un peu l'impression que le procès il s'enlise dans des considérations qui ne correspondent pas vraiment à l'élan qu'on aurait pu espérer pour une affaire aussi sensible, aussi pathologique, qui a touché les gens au plus profond d'eux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'en suis très heureux. Je suis très heureux d'être un acteur de ce procès. J'espère pouvoir contribuer autant que possible à la manifestation de la vérité. Mais souffrez que je n'en dise pas davantage pour aujourd'hui. Si vous dommage que le journaliste que je ne vais pas facilement vous laisser. Dommage. Dites-nous quand même un mot sur le plan de la procédure. Le corps, ça fait donc 2 ans qu'il est toujours à la morgue. La procédure le prévoit. Pourquoi le corps n'est pas encore, la dépouille n'a pas encore été inhumée? La famille, alors quand je dis la famille, ce procès est tellement compliqué que même les parties civiles qui représentent la famille ne se présentent pas de façon uniforme. Mais une partie de la famille a demandé effectivement la main levée des scellés sur le corps pour lui permettre de procéder à l'enterrement de ce corps. Je dois dire qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord, ni sur la demande, ni sur le principe même de l'idée. Et le tribunal moi j'appartenais plutôt à ceux qui pensaient qu'une mise sous scellé, en l'occurrence, était nécessaire, et le maintien de ce corps à la disposition de la justice, parce que c'est ça le terme. Quand on dit qu'on met sous scellé, c'est on laisse à la sous-main de justice, à la disposition. Le corps est un élément, comme vous le savez, qui révèle, qui comporte en lui un certain nombre d'éléments, de preuves qui peuvent permettre de connaître la plupart des éléments de l'identification du crime, le lieu, le moment, l'heure, les conditions, etc. Bon, maintenant, aujourd'hui, pour avoir fait déjà des autopsies dans d'autres affaires, je sais qu'au bout d'un certain moment, je ne connais pas les termes scientifiques, mais au bout d'un certain temps, je sais que les organes
Il y a dans le corps, les médecins sauront vous le dire, il y a des organes vitaux, il y en a d'autres qui ne peuvent pas rester longtemps, le corps finit par ne plus être exploitable, en gros. Voilà, donc je me demande aujourd'hui, compte tenu du temps qui s'écoule, si on aura encore cette possibilité. Mais sur le principe, si vous demandez mon avis, le maintien de ce corps sous main de justice me semblait être indispensable tant que le procès n'a pas véritablement été lancé, ce qui est le cas pour l'instant. Merci, Maître, pour ces premiers éclairages. Je vais passer la parole à Dr Aristide Mono. Dr Aristide Mono, on sait très bien, comme bon nombre de citoyens camerounais, que c'est une affaire qui vous a tenu à cœur. Et vous avez d'ailleurs à plusieurs reprises donné votre opinion. 2 ans plus tard, nous avons notre justice, entre guillemets, qui a de la peine à toujours rendre un jugement 2 ans plus tard. Selon vous, pourquoi ça piétine? Alors, parfait, à l'entame de votre présentation tout à l'heure, vous avez posé une question simple. Qui a tué Martinez Zogo? À cette question, j'ajouterai 2 autres. Pourquoi a-t-il été tué et comment a-t-il été tué? La réponse à ces 3 questions nous permet de comprendre en fait ce qui pose problème pour ce qui est de l'éclosion de la vérité, pour ce qui est des manœuvres qui sont aujourd'hui déployées par les différents acteurs qui sont cités dans cette affaire. La justice camerounaise aujourd'hui est dans l'embarras. Ah bon? Parce que les intérêts qui gravitent autour de cet assassinat sont au-dessus des restes du pouvoir de la justice camerounaise, étant donné que cette justice n'a jamais été indépendante. Elle est dominée par, on va dire, le pouvoir exécutif, mais beaucoup plus les barons du haut. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'affaire Martinez-Zogo sort de l'ordinarité. Ça sort de l'ordinarité, pourquoi? Parce que nous avons eu affaire à des assassinats scandaleux, des assassinats, des assassinats, entre guillemets, d'État. Le cas de Monseigneur Benoît Bala, le cas de Angèle Vinvin. On a eu des évêques qui ont été assassinés, mais jamais on a observé un tel engagement des pouvoirs publics, un tel engagement de la justice camerounaise. Alors pourquoi le cas de Martinez-Zogo revendique une certaine nature inédite? Pourquoi c'est inédit? C'est inédit parce que c'est une affaire qui implique le politique, qui implique l'État, qui implique également des opérateurs, bon, disons des acteurs financiers. Mais je vais me limiter aux 2 premiers acteurs, les acteurs étatiques et les acteurs politiques. Les acteurs étatiques, ce sont des instruments, des moyens de l'État qui ont été utilisés selon ce que nous avons aujourd'hui comme éléments d'information au regard de l'évolution de la situation sur le terrain avec les arrestations. On peut dire, sans prendre assez de risques, de se tromper que la DGRE, qui est un instrument de l'État, on va dire, bon, la DGRE ou les responsables de la DGRE n'a encore été officiel. Oui, mais la DGRE, les éléments de la DGRE, de M. Daoui par exemple, il a fait des affirmations. Aujourd'hui, le directeur de la DGRE, M. Eko, est en prison. Nous ne disons pas que c'est lui, mais on dit tout simplement que la DGRE est citée dans cette affaire. Et c'est révélateur en fait du niveau d'implication de certains acteurs de l'establishment dans cet assassinat de Martinez-Zogo. Maintenant, on a parlé des acteurs politiques. Il faut dire aujourd'hui que la question de départ qui est généralement posée, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Le crime peut profiter à ceux qui étaient sous le coup des grosses dénonciations de Martinez-Zogo, des dénonciations liées à la ligne 94 et la ligne 65. On peut estimer, y compris la ligne 57. Voilà, on peut estimer d'une manière ou d'une autre que Martinez-Zogo allait à l'encontre de leurs intérêts, ou alors c'était affirmé à un moment donné comme leur ennemi.
Ça, c'est si on rentre dans la logique de à qui profite le crime. Disons que nous restons là dans le cadre des soupçons. Oui, et maintenant, deuxième acteur qui profiterait aussi de ce crime, si on va suivant l'hypothèse selon laquelle, derrière les acteurs que Martinez Zogo dénonçait dans le cadre de la ligne 94-95, que c'est derrière ces acteurs se construit un certain clan politique, un certain clan des héritiers ou alors des prétendants à la chaise présidentielle après le départ de Paul Biya. Alors en face, il y a un autre clan, et c'est connu de la presse. Ce n'est pas nous qui inventons cela sur un plateau, c'est connu de la presse. Maintenant, est-ce que l'autre clan, à un moment donné, n'a pas peut-être saisi l'occasion de cet assassinat pour asséner le coup ou pour prendre le dessus sur l'autre clan? Docteur, alors, vous voulez nous faire comprendre qu'autour de l'affaire Martinez-Zogo, de cet assassinat, il y a aussi une guerre de clans. Exactement, exactement. Et c'est cette guerre de clans qui peut justifier aujourd'hui le caractère inédit de la récupération de ce dossier de manière effective, de manière assidue par la justice camerounaise. Parce que vous allez chuter. Parce que si on revient sur les autres assassinats et on se rend compte que jusqu'ici, il n'y a pas eu un tel déploiement, alors pour moi, il y a deux choses qui peuvent expliquer le fait qu'il y ait un engagement assez effectif des pouvoirs publics ou de la justice. Le premier élément étant ici l'utilisation des ressources de l'État et également par le fait que les clans trouvent un intérêt spécifique à ce que la justice puisse se manifester de manière libre et transparente. Merci, docteur, pour ce regard. Nous allons passer la parole au professeur Owenangini. Professeur Owenangini, l'affaire dite Martinez-Zogo est-elle si compliquée au point où, 2 ans plus tard, nous n'avons toujours pas un jugement? Entre-temps, professeur, certaines personnes ont été interpellées, comme le relevait tout à l'heure. Je pense, docteur Mono, des personnalités d'un certain rang au niveau de la République. Au regard de ces faits et actes, est-il toujours si compliqué qu'on puisse savoir qui a tué Martinez-Zogo? Vous avez un souci, professeur? Tout d'abord, que Martinez-Zogo repose en paix et que justice lui soit faite. Cette affaire est une affaire glauque, une affaire noire, une affaire qui est susceptible de ternir l'image de notre pays. Au-delà des institutions du gouvernement, comme certains veulent le dire, c'est l'image du pays qui est ternie. Certes, nous sommes habitués dans le monde actuel à de tels scandales, mais le niveau de violence et de sauvagerie qui s'est exprimé à l'occasion est inacceptable. Cela étant dit, c'est une affaire extrêmement complexe. Et c'est précisément parce qu'elle est complexe qu'elle peut susciter de l'embarras. Tous les ressorts de la dite affaire ne sont pas clarifiés. Pourquoi l'affaire est complexe? L'affaire est complexe parce que elle semble présenter différents niveaux. Il y a des niveaux qui ont trait à des règlements de compte individuels, interindividuels. Il y a des niveaux qui ont trait à des luttes d'intérêts par rapport à certains mécanismes d'État, notamment les fameuses lignes financières qui ont été évoquées. Il y a des niveaux qui sont liés au fait que, manifestement, tel que l'affaire s'est structurée, elle implique directement ou indirectement des cercles de pouvoir importants. Et à l'intérieur de ces cercles, à tort ou à raison, certaines personnalités sont suspectées d'y être impliquées. Elle semble même inclure d'autres niveaux qui ne sont pas encore publiés pour l'instant. Mais vous avez ces niveaux-là? Je n'en dirai pas plus. Vous connaissez, mais vous ne dites pas? Je n'en dirai pas plus. Le propos dans ce genre de choses doit être un propos responsable et prudent. Et c'est ça qui rend l'affaire particulièrement délicate. Et on voit donc à travers
le règlement judiciaire qui se met en place, qu'à l'intérieur du processus, il y a des forces qui s'opposent. Il y a des forces qui recherchent à établir la vérité. Et dans ces forces, il y a l'État du Cameroun, pour la raison simple que cette affaire a créé de sérieuses secousses à un très haut niveau de l'État. Il est donc question de clarifier les choses. Mais en même temps, on voit bien, et c'est ce qui renvoie peut-être à ce que le docteur Monod appelle des luttes de clans, on voit bien qu'il y a un rapport de force entre des acteurs qui semblent avoir des intérêts divergents dans l'évolution de la situation. Mais ce qui est clair, c'est que l'évolution des choses, malgré tout, commence à mettre en place ce qui s'est passé. Et les prochains mois, nous apporterons des éléments qui vont clarifier la situation. D'accord. Rendez-vous est donné selon le professeur dans les prochains mois. Alors, Pierre Blériot-Niamey, qu'on a vu avec quelle prudence le professeur Rwona parle, on a vu la même prudence chez Maître Assira, moins de prudence chez docteur Monod. Alors, le professeur Rwona parle de complexité. Le gros professeur Rwona soupçonne un certain niveau de l'État, des implications, ainsi de suite. Est-ce que la justice, qui devrait être froide, devrait tenir compte de tous ces paramètres? Est-ce que nous voulons savoir quels sont les clans qui bagarreraient autour de l'assassinat de Martinez Zogo? Est-ce que la justice doit en tenir compte? Est-ce que la justice ne devrait pas seulement faire son travail et nous dire qui a tué Martinez Zogo? Elle serait donc une justice totalement apurée ou épurée de toute forme de collusion. Martinez Zogo, parce que ça fait 2 ans, passé le temps de l'émotion, a été pris entre 2 feux. Ah bon? Martinez a été pris entre 2 feux antagonistes qui révèlent la réalité politique de l'État du Cameroun. Contrairement au professeur Onangine, je ne pense pas qu'il y a l'État d'un côté et autre chose de l'autre côté. Je pense qu'il y a l'État contre l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui affronte l'État. Et cette réalité, il est bon que le président Paul Biya lui-même la saisisse. En fait, moi, je me sers de cette affaire pour dire au président Paul Biya, voici le Cameroun que tu nous laisses. C'est l'État contre l'État. Martinez Zogo, entre guillemets, n'était qu'une quantité dans ce combat-là, une quantité négligeable. Ce n'est pas la personne. On m'a suivi tout au long. Mais dans ce combat-là, c'eût été n'importe qui. Docteur Monod vous disait, des évêques sont morts, Martin. Je ne compare pas les humains. Mais la mort de Bala aurait dû faire plus de bruit que celle de Martinez. Non. Ça aurait pu être Martinez ou un gars qui pousse le pouce-pouce au marché Vogada, que la même implication de l'État, on la verrait aujourd'hui. Parce que le décès de Martinez Zogo révèle le caractère sombre des guerres intestines à l'intérieur d'un État. Et la justice, qui n'est que l'émanation de cet État-là, ne peut pas venir se prévaloir. Moi, voilà la prudence du grand professeur. Est-ce que la justice est prise dans cet étau? Non, la justice n'est pas prise dans cet étau. La justice appartient aux différents démembrements de l'État. C'est-à-dire la justice a certains de ses bras dans un camp et d'autres bras dans l'autre camp. Elle est donc tenaillée, elle est comme ça. La justice est chez Parfait et chez Niamey qui se battent. Elle appartient aux différents camps. C'est pour cela qu'il y a une forme de neutralisation. La justice n'est pas transcendantale ou transcendante. Elle n'est pas venue du ciel et elle s'est imposée aux hommes. Elle est immanente. C'est les différents groupes qui ont généré la justice. À quoi servirait donc encore la règle de droit?
Non, la règle de droit est un prétexte. En fait, le droit exprime toujours un rapport de force. Actuellement, donc, c'est parce que les deux groupes sont suffisamment forts que ça se présente. Si c'était Niemek qui affrontait l'État, comment on m'aurait déjà arraché là, on m'aurait jeté n'importe où. Mais ce n'est pas Niemek. C'est l'État contre l'État qui se battent dans l'assassinat de Martinez Zogo. Ce n'est pas autre chose. S'il y avait un acteur qui ne soit pas étatique, s'il y a un acteur qui ne soit pas étatique, il est au moins para-étatique. Et on les connaît, les acteurs para-étatiques, c'est-à-dire les gros financiers. Parce que, bon, comment vous retrouvez dans les lignes 94, 65, 57, c'est qu'au moins, vous êtes un acteur para-étatique, au moins. Martinez s'est donc retrouvé dans ce tourbillon-là. Et ce n'est pas dans quelques mois. On ne va pas résoudre ça avant que Biya ait repris son pouvoir calmement d'abord. Ah, donc le président Biya va reprendre son pouvoir. Calmement d'abord. Et après, on verra donc si on... Parce que personne ne veut du trouble. Même c'est quelques mois dans cette hypothèse. Non, il reprend son pouvoir, c'est pas dans 9 mois. 9 mois d'abord, c'est pour reprendre. Maintenant, est-ce que nous allons le laisser tranquille après la reprise de son pouvoir? Là, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Avant d'ouvrir le débat, dans tous les cas, Martinez deviendra un instrument. Il a déjà été dès le début. Il sera utilisé comme un instrument. Non pas pour la justice, parce que dans le cas actuel, vous parlez de quelle justice? La justice est là pour servir ces deux États qui se battent. Merci. Abel Elimi Lobé, un autre débat a été donc né sur ce plateau. Il existait déjà naturellement. Affaire Martinez Zogo, une affaire de justice ou alors un problème purement politique? C'est un problème politique qu'on voudrait amener la justice à traiter. On peut même comprendre qu'elle le traite puisqu'il y a crime. Mais je voudrais poser deux sagesses. La première est dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 15. Il est recommandé à Moïse: vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Tu ne dois pas te montrer partial envers le petit. Et tu ne dois pas avoir de préférence pour la personne du grand. Avec justice, tu jugeras ton compagnon. Ici, le livre sacré recommande que lorsque la justice est rendue, qu'elle traite le petit et le grand exactement de la même manière. Et s'il n'y a ni petit, il n'y a pas de petit ici. Ça lui rendra donc la tâche plus facile. Plus difficile. Si tout le monde est grand, on dit de ne pas traiter les grands avec préférence. Si c'est les petits, c'est plus facile puisque eux, ils n'ont pas de protection. Mais ici, je convoque la Constitution qui dit que dans son article 37, dans l'organisation du pouvoir judiciaire, la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. Cela veut donc dire que le peuple camerounais a un droit de regard sur ce que font les juges, sur la manière dont ils rendent la justice. Et dans la manière, il y a le temps qui est pris pour rendre la justice. Ce temps peut générer la satisfaction de ceux au nom de qui on rend la justice, ou peut générer une insatisfaction. Martinez Zogo a été tué dans des conditions qui sont connues de tous. Ceux qui l'ont tué sont arrêtés. Comment ça? Est-ce qu'on n'a pas arrêté ceux qui ont exécuté le crime? Est-ce que nous avons déjà un jugement qui dit que ceux qui ont tué Martinez ont été arrêtés? Mais comment? Dans l'affaire Martinez Zogo, il me semble que ceux qui lui ont arraché la vie sont connus et sont arrêtés. C'est qui?
d'Anoué et ses collaborateurs. Vous tenez ça de quel jugement? Ben, je tiens ça de la mise en cause. On va On les a arrêtés pour tout rien. à l'heure le juriste. On les a arrêtés pour rien, même s'ils sont présumés innocents parce que la sentence n'a pas encore été rendue. Ce n'est pas Maître Assira qui a été arrêté pour avoir enlevé la vie à M. Martinez Zogo. Et justement, l'insatisfaction vient de ce que les exécuteurs du crime sont connus. Mais on ne les condamne pas. On ne les juge pas. Cela suppose qu'on cherche autre chose. Et comme le temps passe, le peuple demande, on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche d'autre? On cherche ce qui... Et à ce moment-là, ce que Monod dit prend tout son sens. C'est-à-dire, au-delà de ceux qui ont exécuté le crime, il y aurait autre chose à savoir. Ça peut donc être les commanditaires. Et à ce moment, ce que le professeur, le recteur dit, prend tout son sens. Que les commanditaires appartiendraient probablement à des structures étatiques qui ont pris l'État en otage et qui s'affrontent. C'est pour ça que la justice semble bloquée. Et ça nous apprend donc politiquement quelque chose. Parce que la Constitution dit, dans l'alinéa 3 de l'article 37, le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et vous avez entendu tous les professeurs ici, et les docteurs, et etc., montrer la question de l'indépendance. Et je termine en disant, la réflexion que vous nous soumettez ce matin renvoie sur la qualité de cette justice et de son indépendance. C'est précisément pourquoi, probablement, Bala a été tué, mais la justice n'a pas fonctionné. Personne n'a été mis en cause, aucune enquête judiciaire n'a été faite, mais avant Bala, d'autres crimes. Il y a quand même eu une enquête qui avait été ouverte. Elle était judiciaire. Une enquête avait été ouverte dans le cadre de l'affaire Monseigneur Bala. Elle n'a pas été fermée seulement. Voilà. Ah, elle a été ouverte sans être fermée. Donc elle est Je en cours. pense qu'à un moment donné, on a même eu des informations selon lesquelles on nous a fait comprendre que Monseigneur Bala était mort de noyade. Oui. Puisqu'il y a eu l'autopsie qui avait été effectuée, on l'a c'est déclaré. la bonne information. On l'a déclaré. Mort de suite de noyade. Il était mort sur de noyade. D'accord. Et d'autres. Vous avez des doutes à cela? Pas moi, toute la société. Vous ne parlez pas au nom de toute la société. Toute la société. On ne connaît pas Monseigneur Bala des exercices de natation qui l'auraient prédisposé à aller nager dans un cours d'eau dangereux comme la Sanaga. Et à sauter depuis le pont. Etc. Ce qui rend peu probable, Ce sont les enfants batailles audible et peu crédible cette version des faits. Très bien. Qui Vous allez chuter vient développer. accréditer le doute que les gens ont aujourd'hui sur la qualité de la justice. On me dit que l'affaire est complexe. Qu'est-ce que ça veut dire, une affaire complexe? C'est le professeur La Nangili qui complexité d'une affaire judiciaire rentre dans les difficultés à connaître la vérité. Or, la vérité, c'est d'abord qui a tué. Et qui a tué, on connaît. Non, vous insistez qu'on J'insiste parce que les gens sont même déjà, les ordonnances, on a vu dernièrement dans cette affaire. Le juge instructeur, Oui. et nous en avons parlé sur ce plateau, le juge instructeur a rendu une ordonnance de remise en liberté d'un certain nombre d'acteurs. Et les commentaires que je viens d'entendre accréditent ce que nous avons vu à l'époque. Le même juge instructeur a nié avoir produit cette ordonnance. Et votre émission avait interpellé toute la place judiciaire en disant, ok, si le juge instructeur n'a donc pas produit cette ordonnance, d'où vient-il que le greffier ait signifié aux avocats des parties l'ordonnance? Le greffier n'a jamais été poursuivi pour dire comment il a fait pour avoir une ordonnance que le juge n'a pas faite. La suite de cette affaire, c'est qu'on a changé le juge instructeur pour arrêter les gens que le juge instructeur mettait en liberté. Et les gens que le juge instructeur mettait en liberté n'ont pas été mis en liberté. Cela montre que le juge instructeur a fait ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. Donc il n'est pas indépendant.
Alors, tout ce que Émile Lobé dit là, je tiens à faire comprendre que ça n'engage que lui. Alors, on repasse la parole à Maître Assira. Maître Assira, au regard de tout ce qui est dit sur le plateau, on parle de complexité, on parle de la délicatesse, on parle des camps au sommet de l'État qui s'affronteraient, on parle de cette justice qui est entre deux feux, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous, en tant qu'homme de droit, comment vous regarderez encore une telle justice si tout ce qui a été relevé est vrai? Quand je n'étais que homme de droit, comme vous dites, Oui. j'ai eu largement l'occasion de m'exprimer sur cette affaire, très largement. Même la fameuse ordonnance du 1er décembre 2003, à laquelle il est fait allusion, référence aujourd'hui, je me suis largement exprimé là-dessus. 2023. 2023, c'est ça, le 1er décembre. J'ai donné mon opinion. Malheureusement, entre-temps, les choses ont évolué, comme je vous l'ai indiqué. Je suis rentré dans la procédure. Donc, je brûle d'envie d'avoir à émettre une opinion. J'ai écouté, j'ai entendu les uns et les autres, qui chacun, dans sa façon d'exprimer les choses, apporte un élément de compréhension, d'explicitation, de clarification de ce dossier. J'aurais bien aimé, mais je vous ai dit, moi j'essaye, franchement, je vous assure que quand on dit ce dossier est complexe, c'est peu dire. Imaginez voir que lorsque je m'exprime habituellement, je suis avocat des personnes qui sont mises en cause. La loi me donne la possibilité à ce moment-là de m'exprimer parce qu'on considère que, comme prolongement des moyens de défense, on peut utiliser l'opinion, c'est-à-dire les médias. Mais dans cette affaire-là, aujourd'hui, la moindre position que je prendrais ouvre la porte encore. Imaginez voir que demain, vous entendiez dire que le commissaire du gouvernement me poursuit parce que j'aurais émis une opinion ou vous, etc. Vous voyez, ça va être une affaire dans l'affaire et on ne va jamais s'en sortir. Donc je vais essayer de rester aussi conforme que possible aux éléments de la loi. Je vous dis, je brûle d'envie. Il m'est arrivé de m'exprimer parce que je considère que ce que a subi ce monsieur, qui est d'ailleurs ce qui devrait nous interpeller nous tous, ça nous intéresse dans le sens où chacun d'entre nous a souvent une opinion, parfois extrêmement sévère, un peu critique vis-à-vis du régime, et que finalement nos vies, notre survie ne tient peut-être qu'au fait que dans le spectre où les gens décident de qui doit vivre ou qui doit mourir, notre nom n'a peut-être pas apparu. Donc je pense que nous sommes obligés de considérer ce cas comme étant un cas qui nous concerne nous-mêmes. Donc essayons de faire en sorte que il y ait le moins d'obscurité pour permettre un jour, moi j'espère vraiment que nous allons pouvoir avoir la vérité, mais tel que c'est parti, ça m'a l'air extrêmement compliqué. Je ne partage pas l'optimisme, j'aurais aimé pouvoir partager, son analyse est bonne, mais je ne suis pas sûr que dans quelques mois, on puisse avoir une réponse au vu des difficultés auxquelles je suis confronté. Cela signifie donc que vous doutez de la justice camerounaise. La justice camerounaise, je vais vous dire encore une chose. Je ne veux pas parler, si vous voulez qu'on parle de la justice camerounaise, tout le monde connaît mon opinion sur la justice camerounaise. Elle est extrêmement défavorable, extrêmement. Je pense qu'il y a beaucoup de mots dans la justice. Je ne veux pas m'attarder sur ce cas-là pour les raisons que je vous ai expliquées et que vous pouvez comprendre, qui sont juste des raisons de bon sens, mais je vous assure que la justice camerounaise est un grand malade. Voilà. Merci, docteur Aristide Mono. Est-il facile, lorsqu'on est juge, de porter justement une affaire comme celle de Martinez en République du Cameroun, où il y a des forts soupçons de corruption, de forts soupçons d'intimidation, forts soupçons de trafic d'influence. Est-ce que lorsqu'on est juge, c'est facile de faire objectivement son travail? Je crois que dans un environnement qui est marqué par la haute corruption, le favoritisme, le tribalisme, qui est marqué par le clientélisme et le carriérisme, c'est difficile pour des acteurs qui occupent des postes importants de pouvoir mobiliser toute leur objectivité ou neutralité lorsqu'ils sont sous le coup d'un bon nombre de pesanteurs, y compris celles venant de ceux qui les ont positionnés à ces postes ou qui continuent de les entretenir. Dans le cas de Martinez Zogo, vous avez vu le nombre de juges modifiés à la tête de cette affaire. Nous sommes au troisième juge. Et ce n'est pas de manière désintéressée, ce n'est pas de manière
hasardeuse, c'est bien pensé, c'est de manière calculée. Ça signifie que ce n'est plus la justice qui tient l'affaire, mais ceux qui peuvent désigner cela qui doivent dire le droit. Parfait, moi, j'aimerais toujours revenir sur les questions de départ. Si on peut procéder par élimination. Pourquoi le cas de Martinez-Zogo intéresse tant ceux qui ont toujours brillé par un certain laxisme ou complaisance face aux exactions que subissent les Camerounais? Est-ce parce qu'ils sont devenus humanistes, des bonnes gaines de l'humanisme? Je crois que c'est trop prétentieux. C'est péché par plus de naïveté de croire que après 40 ans, 41 ans, des gens sont devenus des bonnes gaines de l'humanisme. Est-ce qu'ils l'ont fait par respect pour le droit ou les droits de l'homme? Ce qui est encore plus difficile parce qu'on a vu des cas, et on a même un cas en cours, le cas Djobairo, le jeune activiste qui a été enlevé à l'escrime nord le 24 décembre, a été enlevé par des hommes par 4 hommes non identifiés, donc 4 hommes, dont 2 identifiés. J'étais avec sa maman cette semaine à Yaoundé, on a fouillé partout. Après les fouilles en Gaoundéré, tous les services de sécurité vous disent qu'ils n'ont pas vu l'ombre du Djobairo. Or, on a des éléments, des indices qui peuvent être exploités par les services de sécurité et la justice pour essayer de tracer le cheminement de l'individu Djobairo et essayer de calmer sa maman qui ne cesse de pleurer. Et pour l'instant, l'affaire ne fait pas grand bruit. Grand bruit, pourtant, Human Rights Ou alors ne semble pas particulièrement intéressé certaines autres strates de la société. Oui, voilà. Donc, on ne va pas dire que dans le cas de Martinez, le droit a habité l'esprit tout à coup de tout un chacun. Donc, on doit éliminer. Bon, c'est peut-être, docteur Monod, la brutalité, quelqu'un parle sur ce plateau de la sauvagerie qui a accompagné l'assassinat de Martinez. La spectacularisation de la mort de Martinez et la grande médiatisation. On peut également médiatiser de manière spectaculaire l'arrestation ou la disparition de Djobairo. En tout cas, éliminons déjà le côté humanisme, éliminons le côté droit. Maintenant, est-ce que c'est la pression de l'opinion nationale et internationale? Le cas de Benoît Bala, il y a eu des pressions, mais jamais l'État ne s'est investi. Alors, vous voulez finalement arriver à quel niveau? Gagnant en tant que docteur. Alors la quatrième hypothèse, ce serait tout simplement l'exploitation d'une opportunité par des clans. Vous voyez que j'ai fait des efforts pour évoquer d'autres hypothèses, voir si le téléspectateur peut trouver son compte dans l'une d'entre elles, mais vous vous rendrez compte que ce n'est que la dernière qui semble la plus plausible. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'ait pas une certaine indépendance de la justice ou alors des juges qui doivent statuer ou qui doivent décider sur l'affaire Martinez-Zogo. Et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est en fait le mutisme du président de la République. Le président de la République a décidé d'une enquête, docteur. Oui, il a décidé, mais seulement la décision, c'est la haute instruction. Le président de la République n'est pas juge au tribunal militaire. C'est la haute instruction. Et vous savez aujourd'hui quel est les doses de doute qui pèsent sur les hautes instructions, au point où certains qui ont été cités dans cette affaire ont remis en cause toutes les notes venant de la présidence de la République. Ça signifie qu'il y a une anarchie qui s'installe progressivement ou qui est déjà assez grave à la tête de l'État et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'homéostasie de l'État du Cameroun, la stabilité de l'État du Cameroun, tient au fait que les camps se neutralisent. Donc, dès qu'il y aura rupture d'équilibre, immédiatement, je crois qu'on connaîtra peut-être un autre président de la République. Donc, cette anarchie-là se manifeste dans le cas de Martinez-Zogo et finalement, on ne sait pas qui va finalement dire le droit, quel est le clan. Parce que pour qu'il y ait droit, il faut qu'un clan l'emporte. Or, tel que les choses se dessinent, il serait difficile dans les prochains mois de se retrouver avec la victoire d'un clan sur un autre. Merci. Professeur Owanangini, on parle de plus en plus de clans, des clans qui se neutralisent dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Selon le docteur, ce n'est pas forcément une affaire d'humanisme. Ce gouvernement n'est pas devenu subitement humaniste après une quarantaine d'années de gestion. Et le consultant Pierre Bleriot est en train d'attirer l'attention des uns des autres, professeur, en disant « Voilà le Cameroun que le président Paul Biya veut nous laisser ». Votre réaction? Bon, je pense qu'il faut avoir une lecture plus subtile et plus complexe de l'affaire.
d'abord, contrairement aux apparences, raison d'État et droits de l'homme peuvent même se rejoindre. Sans rentrer dans les détails, les changements des personnels judiciaires, des personnels de la justice militaire dans cette affaire relèvent justement de la volonté de faire qu'on ne soit pas en situation d'abus. Parce que précisément la force des lobbies a essayé depuis le départ de fausser les conditions de la justice. Et s'il y a même raison d'État, c'est la raison d'État qui fait même qu'on n'est pas débordé pour que par la force de l'influence et de l'argent, que les conditions qui permettraient que justice soit rendue ne soient pas établies. Au professeur, quelqu'un par une autre lecture. Quelqu'un par une autre lecture par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Oui. Lecture selon laquelle la manifestation de la vérité était déjà en route et effectivement on est venu gronder ce qui était sur ce chemin-là. Pas du tout, c'est même le contraire. On était justement en train de vouloir sortir des rails de la vérité. C'est même exactement le contraire. Imposer la force de l'argent, imposer la force de l'influence. Et je vous ai dit que l'affaire est plus complexe. Et c'est une affaire qui touche à la raison d'État. C'est pour ça que son maniement est effectivement, dans ce genre d'affaires, le Cameroun n'en a pas le monopole, est embarrassant pour l'État. Maintenant, il y a quand même des nuances aussi à introduire. Il ne faut pas confondre systématiquement l'État comme rapport de domination et les personnes investies du pouvoir d'État qui peuvent en faire un usage qui n'a rien à voir avec la logique de l'État. Tout à fait. Il faut bien distinguer cela. Et cette affaire-là pose ce problème. Et ça pose ce problème d'autant plus qu'il y a un mécanisme souverain qui, d'une manière ou d'une autre, même indirectement, est engagé dans l'affaire, c'est-à-dire les services spéciaux. Et c'est ça qui rend cette affaire particulièrement délicate. Parce que le fait que les services spéciaux soient directement ou indirectement concernés par cela, ça ne veut pas dire, parce que c'est là où les gens font justement des analyses rapides, qu'il y a une logique commandant que les services spéciaux soient impliqués dans l'affaire. Mais ça peut aussi dire qu'il y a des sphères de pouvoir qui peuvent, dans certaines conditions, utiliser, instrumentaliser ces services qui ne relèvent certainement pas de cette logique. Donc, je redis que les choses se clarifient. Elles sont en train de se clarifier. Où est-ce que vous voyez cette clarification? Moi, je sais où je vois. Bon, c'est complexe. C'est complexe. Dans les devinettes, là. Nous faisons la voyance, professeur. Vous savez, monsieur Haïssi, ce n'est pas une affaire simple, hein, l'affaire que vous voyez. Vous ne faites que le dire. Oui, je le dis. Comment vous le savez d'ailleurs? Qu'est-ce qui est aussi? Comment vous le savez? Je vous ai déjà expliqué que l'affaire là n'est pas simple. L'affaire là n'est même pas un peu simple. Comment vous le savez? Je le sais parce que je le sais. Ça veut dire que vous êtes un acteur de la Vous pouvez aider la manifestation de la vérité. Vous voulez bien le mettre dans la situation du Pour être dans la manifestation de la vérité, il faut avoir un acteur indirect. Moi, je suis qu'un analyste, mais j'ai mes repères et j'ai mes principes et j'ai la connaissance des mécanismes de fonctionnement des choses. Là que je vous dis que ce n'est pas simple du tout. Merci beaucoup. Limbi Lobé, le professeur insiste donc et persiste, il va même jusqu'à signer que cette affaire n'est pas aussi simple qu'on le voit. Alors, doit-on garder espoir qu'un jour, la justice rendra son verdict dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo? Vous savez, quand cette affaire est apparue, au plus fort de l'émotion qui avait saisi tout le monde, j'avais dit il n'y aura rien. L'émotion passera. Et pour justement qu'il n'y ait rien en situation d'émotion, il faut laisser traîner.
les gens se dégonflent eux-mêmes, ils passent à autre chose, ils oublient. Attends, et puis, c'est une stratégie? c'est récurrent dans ce genre de crime organisé dans le cadre des affrontements mafieux. Le professeur, le recteur est en train de vous dire qu'il sait. Normalement, on doit l'interpeller. Ah bon? Parce que si tu sais... Est-ce qu'il a dit comme le journaliste qui suivait sa minute by minute? Non, il a dit à sa manière. Non, mais il il n'a dit qu'il pas sait. dit, pas dit ça. Il a ses... J'ai dit qu'en tant Ah, qu'analyste, d'accord. voilà, Oui, j'ai dit. mais un analyste... Il faut dire ce que je dis. Oui, je comprends. Tu as dit que tu es en tant qu'analyste. Oui. Voilà. Mais l'analyste peut avoir des informations attendez. utiles à la manifestation de de la la vérité. connaissance des mécanismes. Bon, je ne veux pas qu'on C'est t'interpelle. une On passe. affaire. Qui va l'interpeller? Personne d'ailleurs ne m'interpeller doit. pourquoi? Parce que si on t'interpelle, on devrait pouvoir nous interpeller d'ailleurs nous tous. Pour dire que si une affaire de crime, un crime a été commis, logiquement, la première question c'est qui a tué? La deuxième, c'est pourquoi? Logiquement, la deuxième question c'est mais pourquoi il le tue? Il peut être au singulier comme au pluriel. C'est dans le pourquoi vous le tuez qu'on peut retrouver la complexité dont le professeur est en train de parler. Il n'y a pas de complexité dans qui a tué. Parce Vous insistez. on a vu des gens, ils étaient sur le terrain, on les a arrêtés, ils ont reconnu qu'ils ont fait cela. Qui a reconnu? Daoué. Vous avez entendu Daoué dire qu'il n'a pas tué? Non, c'est Les compliqué. déclarations sont contradictoires. Ah bon, d'accord. Mais au moins dans ces déclarations, Mais il reconnaît quand même l'avoir enlevé. hein? Ce qui est constant, c'est qu'il a enlevé. C'est comme si vous allez me dire que dans son enlèvement, il est aussi contradictoire. Mais s'il a enlevé, la question qui va suivre, c'est pourquoi il a enlevé? Et qui t'a Et enlevé? c'est dans le pourquoi il a enlevé qu'il y a toute cette opacité qu'on nous essaie de révéler. Et justement, l'existence de cette opacité montre qu'il y a des gens qu'on veut protéger. Si c'était toi, Parfait Aïssi, qui avait commandé à Daoué d'aller organiser l'enlèvement, il y a très longtemps que cette affaire serait close. Parce que pas faire facile comme ça. Le professeur qui nous dit qu'il a des éléments qui justifient la complexité nous montre parfaitement que ce sont des grands et que la justice est incapable de mettre les grands devant leurs responsabilités. Le petit vieux que je suis, peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas connu. Ce genre d'affaires, ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'une des toutes premières affaires de cette nature-là, c'était l'affaire Pondo. C'est l'affaire Pondo. Pondo a été tué de manière complètement... On a aussi connu l'affaire Dikoum, hein? Oui, mais voilà, autant d'affaires de cette nature. Mais l'affaire Pondo, Ce ne sont pas des affaires similaires par contre. Même elles s'il y a n'ont pas eu- besoin d'être similaires pour être intéressantes et Dikoum, nous permettre de sur un vaste comprendre. réseau L'affaire d'argent. Pondo est particulière aussi. Ah bon, tant mieux. Ce que je veux révéler, c'est que si vous voyez la mécanique de fonctionnement de l'État dans ces affaires-là, elle est exactement la même. Le temps passe, beaucoup de temps passe. On finit par oublier l'affaire et puis à la fin, on vous sert des petits couteaux comme des responsables. Très bien. Et on protège les commanditaires. Parce que dans cette affaire-ci, les exécutants étant connus, ce qui intéresse le peuple pour lequel on prétend rendre la justice, c'est les commanditaires. Merci. C'est les commanditaires. Merci Elimbi Lobé. Lisons rapidement quelques préoccupations de ces téléspectateurs qui me mettent une folle pression. Ils veulent absolument voir leur message lu. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi. Également toutes mes salutations à tout le panel savamment constitué. J'espère que chacun en ce qui le concerne se porte bien. Monsieur Aïssi, tout ce que je peux dire concernant la première thématique est qu'il est important que l'État laisse la justice faire son travail librement. Mon
grand frère, magistrat de formation, a écrit un livre sous le bandeau de Témi, Les larmes, penser et repenser la justice camerounaise. Livre dans lequel il étale les mots qui minent la justice camerounaise, tant en interne qu'en externe. Mais où est mon frère aujourd'hui? Mais sachez-le, tôt ou tard, ils payeront. Il cite le nom d'une personnalité en fonction de Monseigneur Benoît Bala qui avait payé. Moi, je ne vais pas citer le nom de la personnalité en question. Il cite également le nom d'une haute personnalité ministre. Le monsieur dit que la haute personnalité aussi payera dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Bon, moi je ne fais pas dans la voyance. On lit donc un autre message. Bonjour parfait ici, bon dimanche à vous également. Je me nomme Darlin Jimmy. Depuis Yaoundé, je suis votre émission en télévision. Ma question est de savoir si jusqu'ici on n'a toujours pas su qui sont les véritables coupables de cet assassinat. Autre message ce matin. Bonjour, je suis Julien Namengue. Je vous suis en direct sur Info TV. Je soutiens la thèse de l'homme politique. Je pense que l'homme politique ici, prioritairement, c'est Limbi Lobé. Ah, toi, tu n'es plus un homme politique. Je n'ai jamais été un homme politique. Autre message ce matin. Bonjour, chers panélistes. Vous-même, vous ne voyez pas que l'assassinat de Martinez est une affaire politique. La juridiction camerounaise contourne toujours cette affaire, mais comprenez que après Paul Biya, il y aura la sentence entre les justiciers et les justiciables. Nous sommes fatigués du système. Monsieur Limbi Lobé et le docteur Aristide Monon sont clairs dans les propos. Les droits de l'homme ne sont pas respectés au Cameroun, mais d'aucuns ne cessent de défendre le régime en place qui hier ont critiqué. D'accord. Merci beaucoup. Il pense également que le professeur Ouanangini doit cesser d'embrouiller les gens. Alors, bonjour monsieur Parfait ici. J'ai pas aimé votre manière de dire à monsieur Lobé que ce qu'il dit n'engage que lui. Moi, je trouve la vérité en ses dires. Voilà, Dieu est grand. Dis-lui que le CNC n'a pas la même opinion que nous. Autre message ce matin. Allons au plus 33. C'est un téléspectateur de la France. Bonjour le panel. Un bonjour particulier au Rock et Limbi Lobé et mon idole, le professeur Mathias Eric Ouanangini. J'ai une question pour monsieur Ouanangini. Les décisions de justice sont-elles exécutées au Cameroun? Car il y a une collectivité autochtone, Bafun, de Moulinkam, Djombe, dans le Mungo, qui en souffre depuis des années, ayant toutes les décisions de justice, mais que les autorités de la place ne veulent pas exécuter. Et Tété Limbi Lobé connaît le dossier qui dure depuis plus de 10 ans. Je vous parle ici d'une affaire foncière. Bon, vraiment, nous ne parlons pas de l'affaire foncière du côté du Mungo. Non, on parle il parle de la justice qui mais ne nous marche parlons pas. de Martinez Zogo. Pas Oui, de son terrain qui n'est pas... Martinez Zogo vient ajouter à la réflexion. Ce que le téléspectateur fait, c'est justement de la manipulation. Il reviendra et il ne peut pas nous manipuler. Il veut profiter de cet espace et Limbi Lobé pour poser son problème. Nous parlons de l'affaire Martinez. Mais il pose le problème de la justice qui marche. Non. Bonjour parfait, dites à monsieur Limbi que quand Dieu parlait à Moïse, l'esprit de Dieu était en Moïse. C'est Serge depuis Libreville qui envoie donc ce message. Nous marquons... Est-ce que vous me permettez juste de dire... Oui, maître Assir en quelques secondes. Après, ce sera aussi Aristide, mon nom. Oui, allons-y, maître. Voilà, oui, deux petites choses. C'est que dans le cadre de ce procès, j'ai fait venir à mes côtés un de mes anciens collaborateurs, maître Willy Likefak, qui malheureusement, au sortir de ce procès, a trouvé la mort sur le chemin du retour à Douala. Donc, je voudrais rendre un hommage particulier ici à son épouse, à sa famille, et à ses enfants. Cette mort vous paraît suspecte? Non, ça montre juste que l'affaire est complexe. C'est un accident? Je pense qu'il est mort en tout cas des suites d'un accident de la route. Après, pour le reste, ce qu'il y a autour, si ça relevait également des choses sur lesquelles il faut faire une enquête, je laisserai le soin aux spécialistes. Moi, je constate simplement que j'ai perdu
Il a été mon collaborateur à mon cabinet, c'est à mon cabinet d'ailleurs qu'il a prêté serment avant d'aller ensuite exercer et faire valoir ses qualités immenses à Douala. Et je pensais pouvoir l'avoir à mes côtés pour évoluer le plus simplement possible. Malheureusement, en partant de l'audience, je crois, du 16 ou 17 août, il a eu son accident sur le chemin du retour et il en est mort. La deuxième chose que je voudrais indiquer, et c'est pour aller dans le sens de ce que nous dit M. Elimbi Lobé, la justice est effectivement faite au nom du peuple camerounais. Au tout début de ce procès, on a demandé un huis clos. L'État du Cameroun a dit, alors qu'on a des services particuliers, services spéciaux qui sont mis en cause, on a dit on veut un procès public. Parce que le public doit savoir, c'est-à-dire le peuple camerounais doit savoir, connaître la vérité. Et pourtant, Dieu sait que l'ouverture de ce procès risque de révéler un certain nombre de choses, d'informations qui devraient pourtant rester secrètes, mais au nom de l'idéal absolu qui est recherché. Dans les procès de ce même type, que je vois parfois à l'étranger, vous avez un pool de personnes, c'est-à-dire qu'on crée une association, un comité qui continue à maintenir éveillée la flamme de la personne disparue. J'aurais aimé qu'au nom de la même idée que nous tous ici présents, que nous appelions, nous soyons présents. Je vois chaque jour aux audiences, on a commencé au début, même les avocats avaient du mal à trouver une place, et au fur et à mesure que le temps passe, votre analyse, je vous dis, vos deux analyses, même si vous pensez que vous dites des choses qui sont parfois un peu contradictoires, je vous dis, je les comprends parfaitement. Chaque jour qui passe, le public a tendance un peu à rétrécir, à diminuer. Et moi, j'aurais aimé qu'à côté de la volonté qui m'a paru, je ne serais jamais entré dans ce dossier si je n'avais pas eu la certitude qu'on me laissait la possibilité d'exercer le métier d'avocat pour lequel je suis formé. Et je suis désespéré, je pourrais être désespéré si les choses se poursuivaient dans le sens où on peut les voir aujourd'hui. Et j'aurais aimé que le public continue à faire son rôle de vigie, parce que Martinez Zogo, c'est un peu de nous tous. Donc si on pouvait être là, présent, je suis convaincu d'une chose, c'est que la vérité ne pourra émerger que parce que le peuple à maintenir la pression sur l'affaire Martinez Zogo, c'est ça? On doit créer une association. Si moi j'avais été... Il doit y avoir, dans les procès que j'ai vus du même type, il y a eu des associations qui continuent à porter la mémoire de la personne et qui animent la présence, qui informent. Je pense que tout, quel que soit le système, il n'y a que le regard du public, le regard du peuple, qui reste le juge ultime et qui reste la marge à partir de laquelle nos comportements doivent pouvoir trouver. Donc, Maître Assira, vous pouvez donc rendre hommage à Info TV qui, depuis 2 ans, ne démord pas. J'aurais dû certainement, oui, c'est pour ça que c'est par là que j'ai commencé. Est-ce que Maître Assira n'est pas là en train de faire son travail d'avocat et qui voudrait que la partie qu'il défend ait le bénéfice de la mobilisation? Non, lui n'a pas parlé de la partie qu'il défend. Jusqu'à présent, aucun téléspectateur n'aura même compris quelle partie il défend. Maître Assira a dit que nous devons tout faire pour que ce procès ait le même engouement. Tout à fait. Et oblige la justice à aller très rapidement. J'aurais pu ne pas venir, j'aurais pu en venant garder totalement ça. Mais je pense que l'une des seules raisons pour lesquelles je suis ici, c'est pour vous faire comprendre que le travail, votre thème, j'apprécie qu'il soit inscrit là, parce qu'il faudrait que nous restions vigilants pour nous permettre de continuer à faire cette force-là, ce rôle de vigie qui est celui du peuple. Et il n'y a que lui qui, à mon avis, va obliger les gens dans leur conscience, au plus profond de leur conscience, de faire l'effort de rendre la justice à laquelle nous avons tous droit. Docteur Aristide Monod, vous pouvez aussi coller un dernier mot avant de prendre une touche pause. Voilà, une petite précision parce que M. Elimbi Lobé semble être péremptoire en se basant sur les déclarations de M. Ndaoui. Je rappelle que pour l'instant, ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire sont poursuivis de filature et de torture. Ça veut dire que même au niveau de la justice, on ne reconnaît même pas encore que Martinez Zogo a été assassiné. On parle de filature et de torture, d'où cette question qui a été posée par certains acteurs. On l'a donc torturé pour qu'il reste en vie, ou on l'avait torturé après un chameau était venu le cogner. Donc pour le moment, on ne peut pas se focaliser, beaucoup de choses se baser sur
se baser sur mais je pense quand même qu'il y a eu les arrestations. évolution au niveau de la qualification des faits. Il y a eu évolution. Il y a une double requalification. Voilà, Qui est que quoi? Non, qu'on a même déjà désigné les assassins. Je pense que j'ai eu un document, bien sûr, j'ai eu un document bien venant de la justice où on faisait étalage des différents interrogatoires, où on disait la responsabilité de tout un chacun. Vous n'avez pas vu ce document? Mais c'est pour ça que je dis que ceux qui ont exécuté, je pense que la justice a donné plus je de corrige mes propos. Ceux qui sont accusés d'avoir exécuté, Oui. ils sont connus. Merci. On ne les cherche pas. Pour l'instant, c'est ce qu'il fallait dire sur l'affaire Martinez-Zogo au moment où nous célébrons ce triste événement. Il y a exactement 2 ans, c'était un 17 janvier 2022 que Martinez avait été enlevé, torturé et puis assassiné. On a découvert le corps le 22 janvier. Cela fait donc très exactement 2 ans. Certaines personnes, y compris personnalités, ont été interpellées. Pour l'heure, ils sont nombreux, ces analystes, qui pensent que le procès traîne. Qu'est-ce qui coince? C'était la première partie de ce programme. Nous marquons une touche pause.